Bienvenue à cette nouvelle formation de Maelstrom Média. Je suis Julien David Pelletier, avocat. Je suis accompagné aujourd'hui de Maître Marcel-Olivier Nadeau, avocat qui concentre sa pratique sur les questions d'assurance de dommages. Bonjour Marcel-Olivier. Bonjour Julien, ça va bien? Bienvenue à cette formation. Merci. Aujourd'hui, on voulait parler de l'acte intentionnel de l'assuré ou la réclamation dite frauduleuse en assurance de dommages. Moi, me vient en tête toujours cet exemple d'une personne, par exemple, qui mettrait intentionnellement le feu à son chalet pour réclamer des assurances. Est-ce que c'est un exemple correct? C'est un très bon exemple. Ça peut être le feu à son chalet, ça peut être le feu à sa maison. Mm-hmm. On voit également, par exemple, une disparition simulée de véhicule, le feu à un véhicule, ou ça pourrait être aussi tout endommagement à un bien volontaire dans le but de le rendre perte totale puis toucher une indemnité d'assurance. Est-ce qu'on parle d'une pratique répandue? Si vous en faites une pratique de votre côté, j'imagine que c'est parce qu'il y a... Est-ce que c'est une pratique répandue? Oui, on en voit quelques cas à chaque année dans la jurisprudence. Cela dit, puis on le verra ensemble, le fardeau que l'assureur a à remplir pour rejeter la réclamation est somme toute élevé. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit là, de manière très, très, très fréquente, bien qu'on le voit quelquefois chaque année dans la jurisprudence. Et j'imagine qu'il y a des degrés aussi, mais on va pouvoir y revenir. La première chose qu'on voudrait établir pour les fins de cette formation, j'aimerais que vous m'expliquiez le fondement juridique de l'absence de couverture en cas d'un acte intentionnel. Donc ça veut dire qu'un assuré a vraiment commis un acte pour frauder ses assurances. Exact. Et le pourquoi ce n'est pas couvert. Donc, un assuré est couvert pour sa propre faute. Il est couvert même pour sa faute grave, sa négligence, mais il ne sera jamais couvert pour son acte intentionnel. Le Code civil le prévoit, l'article 2464, les polices d'assurance le répètent, et le fondement même de ça, c'est l'ordre public. C'est que ce serait choquant pour l'ordre public qu'une personne puisse s'assurer, détruire lui-même son propre bien et toucher une indemnité d'assurance. Ben oui, évidemment. Donc, Maître Nadeau, partons du début. On parle ici, lorsqu'il y a réclamation, il va nécessairement y avoir des vérifications opérées par l'assureur sur cette réclamation-là. Et c'est ça qui peut nous mener à une enquête. Effectivement. Peu importe le sinistre, il y aura toujours une enquête, toujours un expert en sinistre qui va être attitré au dossier pour contrôler la cause, les dommages, contrôler l'étendue des dommages, déterminer l'indemnisation qui est versable. Maintenant, cet expert en sinistre-là peut venir à conclure que les circonstances sont nébuleuses. Et là, il y aura chez l'assureur probablement un transfert vers une équipe spécialisée en matière de réclamation frauduleuse qui, eux, ont mission de vérifier certaines choses en ce sens-là. Et un expert en sinistre doit, j'imagine, avoir une formation. Il a un certain type de formation. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir expert en sinistre? Effectivement, ils ont un certain type de formation. Ils ont même un code de déontologie. Ils ont des obligations de confidentialité envers la partie qui les mandate. Quand les experts en sinistre travaillent pour les assureurs, on va dire que c'est des experts en sinistre publics. D'autres experts en sinistre travaillent pour les assureurs, certains à l'interne chez l'assureur, d'autres à l'externe et reçoivent des mandats des assureurs. Mais oui, ils ont une formation et ils ont des règles à respecter. Donc, c'est intéressant. On peut aussi, à titre de particulier, contracter avec un expert en sinistre, j'imagine, pour contrer l'expertise de l'assureur ou? En soi, on va le voir souvent dans des sinistres de plus grande étendue. Parce que l'expert en sinistre public va prendre en charge notamment l'évaluation du contenu. Et si par exemple une perte totale d'une maison, perte totale d'un chalet, perte totale d'un immeuble, ça peut être beaucoup de travail pour faire l'évaluation, ne serait-ce que faire la liste des biens endommagés. Et là, quelqu'un peut déterminer que pour lui, c'est mieux de faire affaire avec quelqu'un qui va prendre en charge cette évaluation-là plutôt que de le faire lui-même. OK. Donc, partons du fait que cet enquêteur a des soupçons, qu'il y a eu acte frauduleux dans une dite réclamation. À ce moment-là, les parties vont entrer dans un processus, j'imagine, assez bien déterminé. Quelles sont les obligations des parties, disons, dans ce contexte? Ouais, mais dans le cas de l'assureur, c'est important qu'il se comporte de bonne foi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il soupçonne une réclamation frauduleuse que tout à coup, il peut annoncer à son assuré, voilà, je ne m'occupe plus de ton dossier, je ne fais pas enquête, je crois
que c'est une réclamation frauduleuse, donc je ne fais plus rien. Des simples soupçons, ce n'est pas suffisant pour un assureur pour se comporter de la sorte. Donc, dans le processus, il peut y avoir relocalisation de l'assuré. Et vu que l'enquête n'est pas suffisamment avancée, que l'assureur ait à payer la relocalisation malgré ses soupçons. Dans un processus de réclamation, il y a également aussi ce qu'on appelle les fournisseurs de services, c'est-à-dire parfois il faut faire un déblai, d'autres fois dans un cas dans un dégât d'eau par exemple pour faire de l'assèchement. Ça, l'assureur devra également le prendre en charge tant et aussi longtemps que son enquête ne repose que sur des soupçons. Son enquête aussi, elle doit être complète, donc elle ne doit pas être biaisée. Et l'assureur doit contacter les témoins, contre-vérifier ses observations. L'enquête ne peut pas être bâclée. Et finalement, l'assureur a un certain devoir de diligence puis d'information envers l'assuré qui, dans un cas, par exemple, de l'incendie d'une résidence, peut se retrouver sans logement et sans bien meuble. Donc, l'assureur doit agir avec une certaine rapidité et tenir informé l'assuré. Dans le cas de l'assuré, évidemment, lui doit déclarer le sinistre le plus rapidement possible. Ça, on en parlera dans une seconde formation qu'on aura ensemble. Et ensuite, il doit offrir, comme dans tous les cas de sinistre, une pleine collaboration avec l'assureur. Donc, répondre aux questions de l'assureur, lui transmettre les informations sur les biens, lui transmettre toutes les informations qui entourent le sinistre, donc les circonstances du sinistre. Il y a également un processus qu'on entend parfois qu'on appelle l'interrogatoire statutaire. Ça, c'est l'assureur qui demande à son assuré de l'interroger, souvent par le biais d'un avocat, dans le but de prendre sa déclaration sur toutes les circonstances. Il y a dans la jurisprudence encore des discussions sur le fait est-ce que l'assuré doit se soumettre à un interrogatoire statutaire ou est-ce qu'il peut le refuser. Actuellement, l'état du droit est à l'effet que le refus d'un interrogatoire statutaire ne peut pas justifier en soi un refus d'indemnisation de la part de l'assureur, mais que dans certaines circonstances, si par exemple l'assureur a beaucoup de questions à poser à l'assuré, si il veut demander à l'assuré de lui transmettre de la documentation, de lui transmettre d'autres explications, bien que l'interrogatoire statutaire peut être la bonne façon pour l'assureur et l'assuré d'échanger de l'information et que le refus de l'assuré de s'y prêter pourrait être vu ultimement comme un manque de collaboration qui pourrait engendrer la perte d'indemnisation. Mais le refus en tant que tel n'est pas suffisant pour nier couverture pour l'assureur. Et finalement, pour l'assuré, je dirais que la transparence est essentielle dans ce type de réclamation-là. Tout manque de collaboration ou toute déclaration qui semble comporter des omissions importantes peut ultimement porter préjudice à l'assuré. Et c'est intéressant, cette question de l'interrogatoire statutaire. On est à une place dans l'enquête où on ne parle, il n'y a pas de procédure judiciaire engendrée. Quel est le cadre un petit peu de cet interrogatoire statutaire? Pour les avocats qui nous écoutent, ça ressemble beaucoup à un interrogatoire préalable. C'est-à-dire que les parties se donnent rendez-vous, sténographe officiel qui est présent, et l'avocat, mandaté par l'assureur, pose des questions à l'assuré qui y répond. Et l'assuré, souvent, sera également représenté par avocat. Donc, et l'avocat pourra soulever des objections. Donc, c'est vraiment un processus qui ressemble à l'interrogatoire préalable. Cela dit, cet interrogatoire statutaire-là, comparativement ou contrairement à l'interrogatoire préalable, ne pourra pas être produit comme interrogatoire dans le dossier de la Cour. Il sera une déclaration, comme toute autre déclaration qu'un assuré peut donner dans un dossier d'assurance, mais il ne pourra pas être produit pour valoir interrogatoire comme un interrogatoire préalable qui est mené dans un processus judiciaire.